Bonjour et bienvenue pour ce webinaire de réflexion sur le MSA. Donc pendant cette heure, j'essaierai un petit peu de vous parler des problématiques autour du MSA. Alors avant tout, une petite présentation de notre société Deltanu. Donc c'est une société, nous sommes un acteur majeur de la prestation en métrologie. Donc la société existe depuis 98, fondée par Jean-Michel Pou. Et vraiment, notre objectif est de promouvoir la métrologie, donc d'où le terme smart métrologie qu'on a développé, parce que dans tout ce qu'on fait, dans toute l'utilisation qu'on a dans le monde industriel, on fait des mesures et on prend des décisions par rapport à ces mesures. Et effectivement, prenant des décisions par rapport à ces mesures, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mesures et comment les interpréter. Donc, pour répondre à cette problématique, Deltanu a 3 pôles de compétences, un pôle conseil, un pôle formation pour mieux comprendre la notion de mesure et un logiciel pour vous aider et vous accompagner dans cette gestion-là. La métrologie, elle intervient un petit peu dans tous les domaines de l'entreprise, que ce soit au niveau des laboratoires, des essais, pour des comparaisons interlaboratoires, au niveau des méthodes de production pour mieux maîtriser sa production, ou au niveau de la qualité production pour étudier par exemple le MSA, métrologie pour l'incertitude de mesure, voilà, pour l'optimisation de périodicité, pardon. Voilà, la métrologie est vraiment présente dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, j'aimerais plus me centrer, j'aimerais plus me centrer sur les problématiques autour du MSA. Alors, le MSA, c'est un document qui fait 200 pages, c'est quand même un document très fourni, très complet. Et donc, je vais me centrer seulement sur certains aspects du document. Alors voilà, en gros, les points que j'aimerais aborder pendant cette heure. Alors, rapidement, pourquoi on fait du MSA? Voilà, quelles sont les contraintes? D'où vient cette notion de il faut faire du MSA dans l'industrie? Une fois qu'on a choisi notre méthode MSA, on va regarder un petit peu le livre, je vous dis qu'il fait 200 pages. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de 200 pages? Donc, une fois qu'on aura vu rapidement la structure du livre, je me concentrerai principalement sur la notion de pourcent GRR. Et donc, je regarderai, pour pouvoir bien comprendre cette notion-là, je regarderai comment le MSA modélise la problématique. Voilà, on a un problème complexe au niveau de la mesure, comment on le découpe en petits morceaux pour analyser la problématique. Une fois que j'aurai les outils et le modèle, on ira regarder de manière plus près une évaluation quantitativement, les chiffres, qu'est-ce qu'ils signifient, quels sont les outils qu'on va utiliser. Et enfin, on terminera par, OK, j'ai mon pourcent GRR, j'ai fait mon étude, comment je l'interprète et comment j'utilise ces chiffres que j'ai vus. Voilà, alors c'est parti, le premier point. Donc, juste un slide, hein. Le rappel sur pourquoi on fait du MSA. Alors, bien sûr, pour valider son processus de mesure de production. Mais d'où ça vient? Ça vient principalement de l'IATF, c'est une exigence de l'IATF. Donc, quand on va regarder d'un peu plus près l'IATF, le chapitre qui nous concerne, c'est le chapitre 7.1.5 qui concerne les ressources liées à la mesure. Et on va aller regarder plus précisément l'analyse du système de mesure. Et là, on voit que l'IATF, ce qu'il nous demande, c'est une étude statistique du processus de mesure de production, mais une étude statistique uniquement sur certains éléments identifiés. Je ne fais pas une étude statistique approfondie sur tout ce qui bouge. Et le choix du type d'étude statistique, c'est un choix qui est fait en accord avec le client. Dans ce paragraphe-là, l'IATF ne dit pas il faut faire du MSA. L'IATF dit il faut faire une étude statistique de ces données et il faut que cette étude elle soit reconnue et approuvée par le client. Dans une note seulement apparaît le mot MSA. Donc le MSA en soi n'est pas directement une exigence de l'IATF. Okay, c'est une exigence du client. Alors l'IATF, pour essayer de regrouper un petit peu ces exigences clients, sur son site, a défini une zone, un endroit
où les constructeurs peuvent déposer leurs exigences par rapport à l'IETF et préciser leurs exigences. Donc, on va regarder rapidement, donc c'est les CRS, Customer Specific Requirements. Donc, on va regarder un petit peu quels sont le type d'exigences que peut demander un constructeur. J'ai pris comme exemple Ford. Voilà. Donc, je travaille pour Ford. Je suis IATF, donc je dois faire une étude statistique. Est-ce que Ford m'impose quelque chose de particulier sur son étude statistique? Je vais regarder comment Ford interprète le document IATF et il me dit oui, moi, page 15, j'ai des choses à te dire par rapport à l'IATF. Et là, on s'aperçoit que Ford demande effectivement de faire du MSA. Donc là, c'est une exigence client. Le client demande de faire du MSA. Et plus que demander de faire du MSA, il dit, OK, vous faites du MSA. Je vous rappelle, le MSA fait 200 pages, donc il y a plein de choses à voir. Il dit, moi, quand vous faites les essais, je veux qu'au minimum, vous ayez 10 pièces, 3 opérateurs, 3 essais. On verra que cette exigence de 10 pièces, 3 opérateurs, 3 essais n'est pas une exigence MSA. Le MSA est beaucoup plus ouvert que ça. Il propose de s'adapter et il donne un exemple de 10 pièces, 3 opérateurs, 3 essais. Mais ce n'est pas une exigence MSA. Là, en l'occurrence, c'est une exigence Ford. Donc, bien évidemment, je suis IATF, je travaille pour Ford. Ford me demande de faire ça, je fais ce type d'essai. Donc, une fois qu'on a défini ce que veut le client, j'ai mon étude effectivement MSA, donc je vais aller regarder mon document MSA. Alors le MSA, c'est un document, on en est à l'édition 4, c'est quand même un document qui a un historique assez important, hein. Sa première édition, c'est dans les années 90. On verra dans l'analyse plus tard pourquoi cette approche a un petit impact, notamment sur les outils qu'on va utiliser, les outils informatiques, notamment l'étendue. Donc, normalement, mon client me demande de faire du MSA, je vais regarder le MSA et je vais adapter le MSA par rapport à mes besoins. Bon, on a vu que dans le cas de Ford, l'adaptation, elle était très rapide. Il m'oblige à prendre 10 pièces, 3 opérateurs, 3 essais. Le MSA, lui, il est beaucoup plus libre dans ses choix et beaucoup plus ouvert. Donc là, j'ai ouvert le MSA. Il dit, quand vous faites une étude statistique de votre processus de mesure, il faut déjà réfléchir sur votre étude et préparer votre étude. Et là, il nous dit, le nombre d'utilisateurs, le nombre de pièces, le nombre de répètes doit être déterminé en fonction de mon processus de mesure. Donc là, j'insiste, hein, les 10 pièces, 3 opérateurs, 3 essais, c'est une exigence client. Ce n'est pas une exigence MSA. Donc, si le client ne vous impose pas les 10 pièces, 3 opérateurs, vous avez tout à fait loisir de l'adapter en fonction de vos besoins. Donc là, ils prennent des exemples, vous irez regarder plus précisément, page 73. Voilà, donc effectivement, le MSA, document relativement ouvert, il propose des solutions et il propose de les adapter à notre besoin et on va définir comment on applique le MSA dans un document interne. Voilà grosso modo mon petit rappel de pourquoi on fait du MSA, quelles sont les contraintes par rapport au MSA. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus de manière approfondie. Je vais rentrer de manière un petit peu plus approfondie donc sur mon document sur mon MSA que j'ai déjà ouvert. Donc je vous rappelle, le MSA c'est quand même un document de 200 pages. Donc le réduire juste à sa page centrale où il y a l'étude 10 pièces, 3 répètes, 3 opérateurs, c'est assez réducteur. Alors le MSA, document intéressant qui définit sa problématique, chapitre 1, il définit qu'est-ce que c'est qu'un processus de mesure et comment je fais pour l'analyser, quels sont les modèles que je vais utiliser. Chapitre 2, une fois que j'ai défini comment se comporte un processus de mesure, je vais essayer de caractériser, de développer et caractériser ce processus de mesure. Donc c'est là qu'on a vu que tout de suite précédemment que vous pouvez choisir le nombre d'essais, le nombre de pièces, etc. Chapitre 3, il propose des méthodes, c'est recommended practices, donc
c'est des recommandations, ce n'est pas des obligations. Le MSA est un document ouvert. Et il vous dit, ben voilà, vous avez un processus à valider, mais vous avez différentes choses à surveiller. Les choses à surveiller sont effectivement la stabilité du processus de mesure, l'existence éventuelle d'un biais, la linéarité, est-ce que sur tout mon système, sur toute ma plage de production, est-ce que mon système est bien linéaire? Et enfin, la dispersion de mon processus de mesure. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les gens se focalisent par rapport au MSA sur cet aspect de dispersion, répétabilité, reproductibilité. Donc il faut bien savoir que le MSA, un document très complet, il dit non mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses effectivement à voir. Maintenant, les autres choses, stabilité, biais, linéarité, vous n'êtes pas obligé d'appliquer le MSA pour les valider, vous avez d'autres systèmes. La notion de biais, typiquement, je peux faire un étalonnage en considérant que mon processus de mesure, il est impacté par un biais principalement par le moyen de mesure. Donc, si j'envoie mon moyen de mesure en étalonnage, je peux avoir une idée du biais ou du non-biais ou valider que je n'ai pas de biais. Donc, à vous de voir. Mais il y a quand même ces 4 aspects à valider. Aujourd'hui, c'est vrai, je vais me concentrer sur un des aspects qui est le pourcent GRR, donc la notion de répétabilité et reproductibilité. Alors, pour développer cet aspect-là, j'ai besoin de voir un petit peu le MSA, comment il modélise la problématique de la mesure. Okay, qu'est-ce que c'est qu'une mesure? Quels sont les problèmes liés à la mesure? Donc, je repars d'un petit peu loin pour amener les éléments au fur et à mesure. Les mesures sont imparfaites. En gros, si je prends une pièce de référence et que je la mesure, la valeur que j'obtiendrai, grande chance que ce ne soit pas parfaitement ma pièce de référence. Je vais avoir un résultat de mesure. Ma mesure est imparfaite, j'ai une erreur de mesure. L'erreur de mesure, c'est simple, c'est la différence entre ma mesure et ma pièce de référence. Maintenant, ma mesure, si je répète des mesures sur cette pièce de référence, je vais m'apercevoir que, effectivement, mesure imparfaite, je ne reproduis pas exactement le même résultat de mesure. Donc, on commence à voir apparaître une petite dispersion, on commence à voir apparaître 2 phénomènes. C'est-à-dire que si je fais plusieurs mesures, je vais commencer à voir apparaître une tendance. L'erreur systématique, c'est-à-dire ma tendance, la moyenne, on va dire, de mes résultats de mesure, c'est le biais que j'ai par rapport à ma référence. Et on va voir que autour de ce biais, je vais avoir ma dispersion de mesures. Mes mesures ne sont pas parfaitement identiques les unes par rapport aux autres. Donc, dans le modèle de la mesure, modèle du VIM, modèle du MSA, on a vraiment 2 aspects, la notion d'erreur systématique et la notion d'erreur aléatoire. Au niveau du MSA, il faut bien comprendre que ces 2 erreurs, ces 2 types d'erreurs sont totalement indépendantes. Le MSA va considérer que l'erreur systématique, je vais la corriger en amont par mon analyse de biais, etc. Et donc, l'erreur systématique, je n'ai pas à la traiter dans le pourcent GRR, dans tous ces aspects-là. L'erreur systématique, le MSA, il considère qu'on la corrige en amont. Un système, on se débrouille, on fait une pièce de référence, on fait des ajustages comme on peut. L'erreur systématique, elle est réglée. Ensuite, on va s'intéresser à l'erreur aléatoire, ma dispersion de mesure. Et le MSA, dans la partie que je veux traiter, on va principalement effectivement s'intéresser sur cette partie de l'erreur aléatoire, la dispersion de la mesure. Donc, le MSA pose la question, ok, mes mesures sont imparfaites, j'ai une certaine dispersion. Quel est l'impact de cette dispersion? C'est là qu'on voit que le MSA, c'est un document pour le monde industriel. Il a dit, bon ben voilà, moi, mon travail, c'est de produire des pièces pour mes clients, et donc je veux connaître l'impact de ma dispersion de ma mesure, de l'imperfection de mes mesures, par rapport à ce que je donne à mon client. Et grosso modo, il y a 2 philosophies. Il y a la philosophie, je produis, et je prends chacune de mes pièces, et je teste mes pièces avec mon processus de mesure imparfait. Je teste mes pièces par rapport à une tolérance.
Et le but du jeu, ça va essayer de voir, d'identifier les pièces conformes des pièces non conformes. Ok? Donc ça, c'est de la mesure à 100%, et je mesure chaque pièce et j'essaye de voir si elles sont dans les clous. Le deuxième aspect, c'est un aspect plus suivi de production, process control. Là, j'ai mis en place une production qui tourne, qui est imparfaite, mais voilà, qui tourne, qui est centrée, qui a une certaine dispersion. Et régulièrement, je vais faire du prélèvement dans cette production et je vais essayer de m'assurer que ma production, elle est toujours identique. D'accord? Et si je commence à avoir une petite dérive, hop, je vais essayer de recentrer ma production. Si je commence à avoir une dispersion, hop, pareil, je vais essayer d'appuyer sur différents réglages pour, toujours pareil, recentrer ma production. Okay? Donc là, l'objectif de la mesure, c'est de contrôler mon processus de production. Donc, le MSA, il a vraiment ces deux approches. Contrôle produit, test à 100% conforme, non conforme, et suivi de production. Le contrôle produit, la problématique amenée par la dispersion, c'est des problématiques de risque client, risque fournisseur. Donc, rapidement, j'ai des tolérances, une spécification, je prends une pièce, je la mesure, voilà, ça c'est ma valeur mesurée, ma pièce elle est mesurée dans mes spécifications. Bon, a priori elle est conforme. Si je commence à regarder mon incertitude de mesure ou ma dispersion, l'imperfection de ma mesure, je m'aperçois que, effectivement, je l'ai mesuré ma pièce dans les spécifications, mais vu ma dispersion de mesure, la valeur vraie, et ce qui m'intéresse, c'est la valeur vraie que je vends à mon client, ma valeur vraie, elle n'est pas nécessairement à l'intérieur de mes spécifications dans le schéma que je viens de vous définir. Elle peut effectivement être à l'intérieur, ma valeur vraie peut être ici, ou bien, si j'ai pas de chance, ma valeur vraie, elle peut être à l'intérieur des spécifications. Donc là, on voit que ma dispersion de mesure, elle amène un flou qui pourrait me faire prendre de mauvaises décisions. D'accord? Si je prends ma décision sur ma mesure par rapport à cette pièce qui était là, je vais envoyer une pièce mauvaise à mon client. Ça, c'est le risque client et donc c'est l'impact de la mesure sur ce type de philosophie contrôle produit. Donc là, on a la notion de risque client, je mesure la pièce bonne et pas de chance, elle était non conforme. De même ordre d'idée que je passais quelque part l'inverse, je mesure une pièce, elle tombe à l'extérieur de ma tolérance. Là, je l'ai fait de l'autre côté pour des questions graphiques. Elle est à l'extérieur de mes tolérances. Donc cette pièce-là, je dis, celle-là, elle n'est pas bonne, elle est mesurée à l'extérieur, elle n'est pas bonne. Si je regarde de plus près, ma dispersion me dit, attention, potentiellement, effectivement, si la valeur vraie est à l'extérieur, elle était effectivement pas bonne, mais il y a des cas de figure où, pas de chance, ça se trouve, ma valeur vraie, elle était dans les spécifications. Et si je prends uniquement mes décisions sur la valeur mesurée, dans ce cas de figure, j'ai fait une erreur. J'ai mis à la benne, j'ai mis en retouche une pièce qui était parfaitement conforme et qui convenait à mon client. C'est ce qu'on appelle le risque fournisseur. Donc, ces notions de contrôle de pièces et de risque, c'est des notions à développer. Et c'est vrai que le MSA ne parle pas trop de ces aspects-là. C'est pas son cheval de bataille. C'est pas énormément développé. Il en parle un petit peu, mais il parle pas de notion de risque par rapport à ces décisions. C'est pas l'élément principal qui l'intéresse. Le MSA, lui, il travaille plutôt sur le suivi de production. Vraiment, il est très orienté maîtrise statistique de procédés, MSP. Et donc, pour lui, on fait l'étude du processus de mesure pour valider les CP, CPK et le centrage de production. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les résultats de mesure de production qui vont décider si on est conforme ou pas conforme à notre production, à notre CP-CPK, est-ce qu'on tient bien le 1,33, il faut que la mesure, elle perturbe pas trop cette décision-là. Alors, comment ça se représente et comment la mesure intervient dans ce cas de figure-là? Il faut imaginer que j'ai une production, voilà. J'essaye de centrer ma production sur une valeur cible. Ma production, elle n'est pas parfaite. J'ai plein de paramètres qui viennent perturber ma production. Et grosso modo, ma production, elle va ressembler à une gaussienne, elle va ressembler à ça. Ça, c'est l'ensemble des pièces que je vais produire quand tout va bien. Ça, c'est ma production réelle. Maintenant, cette production-là, pour voir si tout va bien, je suis obligé de la mesurer. OK.
Or, on vient de voir que les mesures sont imparfaites. Donc, effectivement, cette production réelle que j'aimerais connaître, à chaque fois que je vais prendre des pièces, je vais les mesurer et je vais rajouter un petit flou qui est mon flou de mesure. Donc, ce sur quoi je vais travailler, ça ne va pas être la production réelle, ça va être la production observée, c'est-à-dire la réalité déformée par ma mesure qui est imparfaite. Et donc, toutes les décisions et toutes les mesures de CP, CPK, je vais faire sur des valeurs observées, donc sur une production observée. Et le but de ma mesure, et le but de la qualification du MSA, la qualification de la mesure par le MSA, c'est d'essayer de voir que effectivement ma courbe observée se rapproche le plus possible de ma courbe réelle, qui est vraiment la courbe qui m'intéresse. Alors, ça c'est le concept. Maintenant, pour pouvoir travailler là-dessus, je vais avoir besoin de certains outils et certaines hypothèses. L'outil de base utilisé dans le MSA, c'est l'écart type. Donc, on reviendra sur les acronymes. Tout ce qui est EV, AV, GRR, je parle GRR, pas pourcent GRR, tout ce qui est EV, AV, GRR, tout ça, ça va être des écarts types. Okay, ça ne va pas être des étendues. Alors, jusqu'au MSA2, c'était des étendues, mais ils ont changé de principe, ils sont passés sur l'écart type. Alors, pourquoi l'écart type? Parce que l'écart type a des propriétés mathématiques hyper intéressantes que l'étendue n'a pas. L'étendue, mathématiquement, c'est un objet qui n'est pas très intéressant. Il a des très mauvaises propriétés. Donc, le MSA travaille avec des écarts types. Une autre hypothèse du MSA, c'est que, en gros, ce qu'on va surveiller, ce qu'on va observer, ça va être distribué selon une loi normale. Voilà. Notre production, en première approximation, on va considérer qu'on a une production distribuée selon des lois normales. Il est vraiment orienté approche MSP, Six Sigma. La normalité, c'est la première approche. Okay. Après, il y a toujours des cas particuliers. On n'est pas effectivement normal dans tous les cas. Mais en première approche, c'est on est distribué selon une loi normale. Les processus de mesure, les erreurs de mesure sont distribuées selon une loi normale. Alors, pourquoi l'hypothèse de normalité? Ça, je vous renvoie au webinaire de Jean-Michel qu'il a fait la semaine d'avant, un webinaire sur les bases des statistiques pour la métrologie. Et c'est là qu'on voit que effectivement, il y a une chose assez intéressante, c'est que quand j'ai un phénomène aléatoire, plein de phénomènes aléatoires qui se mélangent, mes phénomènes ils convergent vers une loi normale. Donc, dans la nature, quand on regarde un phénomène, grosso modo, il va se distribuer sur une loi normale. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette hypothèse de normalité. Autre outil autre propriété qu'on va largement utiliser, c'est la propriété de somme de variance. Alors, la variance, c'est juste un écart type au carré. Alors, je vous explique un petit peu cette propriété. Quand j'ai un problème complexe, typiquement là, analyser mon processus de mesure, donc quand j'ai un problème complexe, souvent j'aime bien le découper en petits morceaux pour analyser séparément chacun des morceaux. Grosso modo, là, c'est ce qu'on va faire. On a un problème complexe, la mesure, on veut qualifier la dispersion de mesure. Pour qualifier la dispersion de mon processus de mesure, je vais découper en petits morceaux mes problématiques de mesure. Ma mesure, elle est due à la répétabilité, elle est due à des effets opérateurs. Donc, je vais aller regarder chacun de ces effets séparément. Les regarder et les quantifier. Les quantifier avec quel outil? Les quantifier avec l'outil écart type. Pourquoi l'outil écart type? Parce qu'il a une propriété assez extraordinaire, c'est que quand j'ai un phénomène complexe, que je le découpe en petits morceaux et que je qualifie ces petits morceaux par des écarts types, si je veux remonter à la dispersion totale, à partir des dispersions unitaires que j'ai identifiées, la propriété est assez simple. Je fais la somme des carrés des écarts types et ça va me donner la dispersion totale de mon phénomène. Ça, c'est vraiment une propriété que le MSA va beaucoup utiliser. On le verra par la suite. Et enfin, la dernière hypothèse que je voudrais aborder au niveau du MSA, le MSA va se concentrer sur les variations relativement court terme en production. Ce qui va nous donner au final, ce n'est pas une incertitude de mesure. Il manque beaucoup d'éléments pour que ce soit une incertitude de mesure. Les problématiques de biais, etc. Non, les dispersions
qui intéressent le MSA, ce sont des dispersions qui peuvent intervenir dans un court laps de temps dans ma production. Donc grosso modo, il va dire, ben voilà, dans ma production, j'ai un lot d'une dizaine de pièces. Quand je vais les mesurer, et puis si je les remesure à nouveau, je ne vais pas trouver exactement les mêmes résultats de mesure. Okay, ben ça, c'est la problématique liée à la répétabilité du processus de mesure. Donc c'est la problématique, la dispersion intrasystème. Donc ça, c'est un truc qui va exister et que je vais rencontrer en court terme. L'autre élément qui va exister et que je vais rencontrer, ça va être souvent un paramètre intermédiaire. Typiquement, et c'est l'exemple que prend le MSA, l'effet interopérateur. En dimensionnel, en mesure dimensionnelle, quand je fais des mesures, l'effet interopérateur, le fait de changer d'opérateur, ça a un impact sur la dispersion de mesure. Bon, moi, je vais regarder mes variations court terme. Court terme, j'ai plusieurs opérateurs qui vont travailler dessus. Et donc, pour voir mes variations court terme, le MSA considère que j'ai deux éléments principaux, l'intrasystème et l'intersystème. C'est la répétabilité et grosso modo l'effet interopérateur. Voilà ces deux éléments-là. Les problématiques de l'incertitude de l'étalon, etc. Ça, c'est des problématiques qui sont étudiées en amont. Elles ne sont pas forcément présentes dans l'étude MSA. Voilà. Donc, il y a une différence court terme, long terme, incertitude de mesure et MSA. Le MSA en parle. Donc, maintenant que j'ai défini grosso modo les outils que je vais utiliser et les hypothèses, on va revenir sur le modèle que va utiliser le MSA. Alors, je reviens sur l'idée principale. Le MSA travaille beaucoup sur le suivi de production. Donc, en gros, j'ai une dispersion de production, la dispersion réelle de ma production que j'aimerais connaître. Et souvent, je n'ai pas accès à cette dispersion puisque c'est la réalité, mais je vais la mesurer. Donc, la dispersion réelle de production, le MSA, il va lui donner un nom, PV. PV, c'est l'écart type de ma dispersion de production réelle. Souvent, c'est un élément auquel je n'ai pas accès, c'est ce que j'aimerais connaître. Voilà. Donc, PV, la dispersion de ma production. Maintenant, pour connaître ce PV, je vais le mesurer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la mesure, la dispersion de mesure, le MSA va appeler ça le GRR. GRR, c'est ma variation de mesure. Gauge, Repeatability and Reproducibility. Et, comme on a vu précédemment, ce GRR est composé de deux éléments. La partie répétabilité, donc qu'il a appelé EV Equipment Variation, acronyme discutable, on verra plus tard, et la partie intersystème, AV, Preserve Variation, opérateur. Et là, on retrouve, à partir de ces deux éléments EV-AV pour retrouver le GRR, on retrouve la propriété dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire, voilà, j'ai décomposé ma problématique, le GRR, en deux éléments EV-AV. Si je suis capable de trouver EV et AV, je suis capable de remonter à GRR grâce à cette propriété de somme des variances. C'est pour ça que je voulais l'aborder. Donc, j'ai ma production réelle que je mesure. J'obtiens ma production observée, notée par le MSA TV, Total Variation. Et pareil, j'utilise la même propriété. Ma variation observée, c'est ma variation réelle polluée par ma mesure. J'ai décomposé ma variation entre la réalité et le flou amené par la mesure. J'utilise la propriété précédente. Donc ça, c'est vraiment ce slide-là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir avec les différents acronymes et ce qu'ils représentent physiquement et le lien mathématique entre ces différents éléments. Alors, une fois qu'on a compris ce modèle effectivement de MSA, on va pouvoir aller aborder l'évaluation quantitative. Ok, j'ai compris, j'ai du PV, de l'AV, etc. Maintenant, je veux rentrer dans le vif du sujet, je veux les quantifier. Pour quantifier ces éléments-là, le MSA propose un plan d'expérience. Il vous dit, et on discutera sur les quantités plus tard, il vous dit, prenez 10 pièces, 3 opérateurs, demandez-leur chacun de répéter la mesure 3 fois sur chaque pièce,
Et à partir de l'ensemble de ces données, on va pouvoir les décortiquer, les analyser pour en retirer des informations. Quelles informations? Évidemment, les informations qui m'intéressent, qui sont ici. Alors, je reviens sur le fameux tableau du MSA, 10 pièces, 3 opérateurs, 3 répètes, et je vais essayer de faire ressortir les éléments qu'on a vus précédemment, les EV, les AV, de ce plan d'expérience. Alors, le premier élément qu'on peut voir dans ce plan d'expérience, qu'on peut faire ressortir dans ce plan d'expérience, c'est la notion de répétabilité. La répétabilité, c'est assez simple. On le voit, voilà, j'ai l'opérateur A à qui j'ai fourni la pièce 5 et je lui demande de faire 3 fois la mesure. Là, j'ai une expression de la répétabilité de l'opérateur A sur la pièce 5. Que là, bon, je vais qualifier par un range, mais là, je regarde la dispersion de l'opérateur A sur la pièce 5. Et puis là, j'ai la dispersion de l'opérateur B sur la pièce 9. Voilà, donc tous mes ranges là, ce sont des expressions de la répétabilité. Donc, tout ça, c'est de la répétabilité. Alors, la répétabilité sur des pièces différentes, la répétabilité par des opérateurs différents. Une des hypothèses de mon processus de mesure, un processus de mesure, il est fiable à partir du moment où la répétabilité est la même pour tout le monde. Si je commence à avoir des répétabilités différentes pour les uns et pour les autres, ça veut dire que mon processus de mesure, je ne le maîtrise pas. Une fois que j'ai verrouillé mes sources de variation, j'ai choisi un opérateur, j'ai choisi un processus, ma température est relativement fixe, là, la répétabilité doit être la même pour tout le monde. Donc, grosso modo, là, j'ai l'ensemble des répétabilités que je peux avoir. Donc, grosso modo, pour connaître la répétabilité de mon processus de mesure, je vais faire la moyenne de toutes ces répétabilités que j'ai observées. C'est comme ça que je vais obtenir le V, de manière un petit peu qualitative. On verra le détail. Bon. Alors, l'effet AV, l'effet opérateur, où est-ce que je vais le retrouver dans ce plan d'expérience? À chaque opérateur, j'ai fourni les mêmes pièces, les 10 pièces, et je lui ai demandé de faire 3 mesures. Voilà, je leur ai demandé de faire 3 mesures. Donc, chaque opérateur a vu exactement le même lot. 3 pièces répétées 3 fois. Donc, si je regarde la moyenne de ce qu'a fait un opérateur, j'aurai une idée assez précise de ce que voit l'opérateur sur un lot donné. Okay, donc, la moyenne n'a pas vraiment un sens physique, dans le sens où c'est la moyenne de mes 10 pièces, c'est pas vraiment représentatif d'une pièce, mais c'est la moyenne de mon lot. Et ce lot-là a été vu, le même lot a été vu par les 3 opérateurs. Et donc, ce que je vais pouvoir constater, c'est qu'entre les opérateurs, j'ai un écart. J'ai des écarts entre les opérateurs. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est l'effet interopérateur. Et donc, grâce à ces 3 moyennes, je vais regarder la dispersion que j'ai entre ces 3 moyennes. La dispersion que j'ai entre ces 3 moyennes, ça va être proche de l'effet interopérateur que je recherche. Alors, petit bémol, cette dispersion que j'observe là, la moyenne que j'observe de mon opérateur, elle est un peu floutée par l'effet répétabilité. Mais quand même, j'ai une répétabilité très amortie parce que je répète 3 fois pour chaque pièce. Mais grosso modo, l'écart type, la dispersion entre ces 3 éléments-là, ça va me donner une idée de l'effet interopérateur. Et enfin, le dernier élément que je peux ressortir de ce plan d'expérience, ça va être, étonnamment, le part variation, donc c'est-à-dire ma production réelle. Alors, pourquoi j'ai ma production réelle? L'hypothèse qu'a émis le MSA, c'est que vous avez pris une pièce de production. Normalement, vos 10 pièces sont représentatives de votre production. Ça, c'est une hypothèse importante pour l'étude MSA, qu'on verra un petit peu plus tard. Ces éléments-là sont représentatifs de ma production. Ma pièce 1, je l'ai fait mesurer par 3 opérateurs. Donc, j'ai exprimé la dispersion intersystème, dispersion interopérateur. Et chaque opérateur, je lui ai demandé de faire 3 fois la mesure. Donc, j'ai exprimé la notion de répétabilité. Et je fais la moyenne de tout ça.
Donc, j'ai énormément amorti la dispersion liée aux opérateurs, puisque j'ai fait la moyenne de mes 3 opérateurs, la dispersion liée à la répétabilité, parce que mine de rien, j'ai fait 9 mesures et j'en fais la moyenne, donc j'ai amorti énormément ces 2 éléments-là. Donc au final, la moyenne que j'obtiens tout au fond, là, ben, c'est ce qui se rapproche le mieux de la valeur vraie de ma pièce. Et donc du coup, quand je fais la dispersion de mes 10 pièces, si mes 10 pièces sont représentatives de ma production, c'est presque les valeurs vraies de mes pièces, donc quelque part c'est la valeur vraie de la dispersion de ma production, c'est mon PV. Voilà, le MSA va permettre de déterminer effectivement ces 3 éléments, EV, AV et PV. Mais ensuite je reviens sur mes relations entre les éléments. J'ai EV et AV, je peux en déduire la dispersion de mon processus de mesure, mon GRR, et j'ai mon PV et les GRR que je viens de définir, je peux en définir ce que je m'attends à observer. Donc, grâce à ce plan d'expérience, je vais pouvoir avoir accès effectivement à tous les paramètres que souhaite avoir pour son étude le MSA. Alors, je vais passer un petit peu sur l'aspect maintenant calcul. Bon, vraiment, mon but du jeu, c'était de vous faire comprendre ces éléments-là. Alors, au niveau de l'aspect calcul, le MSA propose 3 méthodes pour calculer effectivement ces EV et AV qu'on a vu précédemment. La méthode qui apparaît en premier dans le document, c'est une méthode qui utilise les étendues. Voilà, donc effectivement, c'est ce qu'on voit juste au-dessus. On fait nos mesures et on calcule le range, l'étendue des 3 mesures. C'est la première effectivement méthode. Excusez-moi. C'est la première méthode qu'il propose. Alors, cette méthode-là, elle est relativement obsolète. Je vous ai dit, le MSA, c'est un document qui date des années 90. Okay. Dans les années 90, calculer un écart-type avec une calculatrice, c'est pas facile. Dans les années 90, on n'a pas forcément un tableur sous la main. Ils sont pas très ergonomiques à utiliser. Le but du MSA, c'est de faire une étude rapide sur un coin de table en production de mes dispersions. Calculer un écart-type, c'est compliqué avec une calculatrice. J'ai 3 pièces, je veux calculer l'écart-type. Formule de l'écart-type, c'est le carré des écarts à la moyenne. Voilà. Donc, ces 3 pièces, il va falloir que j'en calcule la moyenne. Ensuite, il va falloir que je fasse l'écart à la moyenne, que je l'élève au carré pour chacun des éléments. Et ensuite, tous ces éléments-là, je vais en quelque part en faire la moyenne et en tirer la racine. À faire, c'est infernal avec une calculatrice. D'où l'idée de passer par un outil qui est beaucoup plus simple à calculer de tête, c'est-à-dire les étendues. Manque de peau, les étendues, je ne peux pas les utiliser telles quelles parce que ce qui a des propriétés mathématiques intéressantes avec lesquelles je peux jouer, ce n'est pas l'étendue, c'est l'écart-type. Donc le MSA a imaginé une tambouille statistique, pour travailler avec des étendues et les transformer en écart-type pour ensuite continuer à travailler avec les écart-types. Et cette tambouille, c'est les fameux coefficients K1, K2, K3. Okay, coefficients qui vont nous permettre de transformer les étendues calculées en écart-type. Ces coefficients dépendent de la qualité de votre étendue. Est-ce que j'ai une étendue faite sur 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs? Donc les K1 vont dépendre de vos étendues, du nombre de pièces que vous avez, du nombre de mesures que vous allez faire. Et en plus, ces coefficients dépendent de la loi de distribution. Ils sont valables uniquement pour des lois normales. Faire une étude MSA avec cette méthode-là, on va dire, c'est relativement obsolète parce que de nos jours, calculer un écart-type avec Excel ou n'importe quel autre tableur, c'est relativement simple. Vous tapez écart-type dans le tableur, il vous trouve tout de suite la solution. Calculer un écart-type avec l'étendue coefficient K1 sur un tableur, c'est source de confusion. Il faut que je calcule une étendue, max moins min. Ah ouais, donc déjà j'utilise 2 fonctions. Et ensuite, il faut que j'aille aller chercher dans un tableau, un ABAC, le coefficient K1 qui va bien par rapport à mon étendue choisie. Donc aujourd'hui, cette notion-là n'a plus grand intérêt. Le MSA l'a laissé pour
pour éviter de perturber les habitudes des industriels, pas tout de suite l'interdire. Maintenant, quand vous regardez la version 4 du MSA, il vous dit bien, ouais, la méthode ANOVA, c'est la méthode qu'il faut utiliser si vous avez des ordinateurs à disposition. Ouais, aujourd'hui, tout le monde a des ordinateurs à disposition. OK? Donc, cette méthode-là, elle est relativement obsolète. Donc, il faudrait, si vous faites du MSA, que vous développez nouvellement du MSA, plutôt partir sur l'ANOVA. La méthode ANOVA, c'est un outil mathématique un petit peu plus précis, mais qui ne va pas passer par les intermédiaires K1, K2 et qui va vous permettre de la même manière d'obtenir les EV et les AV à partir du plan d'expérience. Les données d'entrée sont les mêmes, les données de sortie sont les mêmes. Alors, pas tout à fait les mêmes. L'ANOVA permet d'avoir un petit paramètre supplémentaire qu'on appelle l'interaction, que je développerai un petit peu plus tard. Ce petit paramètre, normalement, si j'ai bien choisi mon plan d'expérience, ce petit paramètre, il est égal à 0. Donc, j'expliquerai plus tard ce que représente physiquement l'interaction. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Donc, normalement, mon interaction est nulle. Et bien évidemment, quand je regarde la méthode aux étendues ou la méthode ANOVA, ça me donne des résultats tout à fait similaires. Heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a une des deux méthodes qui est fausse. Non, la méthode aux étendues, elle n'est pas fausse. Elle devient compliquée à mettre en œuvre et elle a des hypothèses plus contraignantes que la méthode ANOVA. Alors, je ne vais pas développer les calculs de ces deux méthodes. Ça ne me paraît pas super pertinent. Par contre, ce que je vais essayer de développer, c'est l'analyse des résultats que je peux avoir avec ces deux méthodes. Donc, je vais utiliser Optimu pour avoir un support, un outil. Vous pouvez le faire sous Excel, un outil pour faire mon étude. Donc, sur Optimu, je vais créer une nouvelle étude MSA. Voilà. Je vais faire mon étude webinar. Je rentre mon étude. Mon étude MSA, je vais la faire sur un équipement particulier. Je vais le faire sur mon pied à coulisses numéro 2 que j'avais préparé. Voilà. Donc, j'ai défini mon étude MSA sur mon pied à coulisses que je vais faire en utilisant le contact pleine touche. Mon étude MSA, je peux faire soit une étude ANOVA, soit une étude classique aux étendues. Pour des questions de rétrocompatibilité, différentes éditions sont possibles. Moi, je reste sur l'édition 4. J'ai bien un plan d'expérience, 3 pièces, 3 opérateurs, 3 répètes, 10 pièces. Et je vais aller remplir effectivement mes résultats dans mon tableau. Je dis, voilà. J'ai fait ces mesures-là en production. Ces mesures-là, c'est les mesures qu'on retrouve dans le MSA. Hein. J'ai pris les valeurs qu'on retrouve dans le MSA. Et je vais aller voir, j'utilise mon tableur, mon logiciel Optimu, pour aller voir ce que j'obtiens. Optimu, mon étude va me permettre de déterminer ma répétabilité, ma reproductibilité, mon interaction, ici j'en ai pas, et tous les éléments, voilà, les écarts types qu'on a obtenus. Okay. Alors, je vous ai dit, la méthode ANOVA et la méthode RR classique donnent des résultats similaires. Voilà. Les résultats, là, j'ai 0,200, 220, 0,3. Effectivement, si je décide de passer sur la méthode classique, j'ai les mêmes. Hop, je refais, on m'indique que j'ai changé des paramètres, je refais le calcul. Effectivement, je trouve des résultats très similaires, heureusement. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le détail du calcul. Ce qui va m'intéresser, c'est l'analyse des résultats. Ok, donc je vais regarder un petit peu, qu'est-ce que je peux regarder, parce que là, j'ai des chiffres, mais qu'est-ce que ça représente? Le MSA vous dit, il prend 10 pages pour exprimer ça,
quand vous avez un jeu de données et que vous faites un plan d'expérience là-dessus, la première chose à faire, c'est faites des graphiques. Les graphiques que vous voulez, les graphiques sur les moyennes, sur les étendues, des histogrammes, voilà, 10 pages. Les graphiques que vous voulez, les graphiques qui vous parlent, qui vous paraissent intéressants, le but du jeu, c'est de vous aider à interpréter les données. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire sur cet exemple-là, l'exemple du bouquin MSA. Donc, j'ai tracé mes résultats de mesure. Voilà. Là, j'ai choisi un graphique qui est la moyenne des opérateurs par pièce. Qu'est-ce que je vois sur ce graphique-là? Je vois des choses intéressantes. Déjà, mon choix de pièces initiales, mes 10 pièces, est relativement intéressant parce que je suis capable de dire que la pièce 10 est différente de la pièce 1, elle est plus petite, différence de la pièce 9. Donc, j'ai vraiment un échantillon de pièces différentes de ma production. Je n'ai pas toutes les pièces qui sont mêlées. Première chose. Deuxième chose que je vois sur ce graphique, c'est je vois quelque part un effet interopérateur. Je vois que l'opérateur 3, voilà, celui du bas, il mesure de manière systématique, de manière un petit peu plus faible, il a un biais, par rapport aux deux autres opérateurs. Donc dans mon résultat, j'espère bien voir un effet interopérateur. Oui, je vois que le changement d'opérateur a un effet sur mes résultats. Alors, selon les graphiques, je peux les mettre superposés. Si quand ils sont superposés, ils sont trop proches les uns des autres, parfois les mettre juste à côté, ça peut être une autre approche intéressante. Alors, l'autre élément que je vais regarder, ok, je vais regarder les moyennes de mes opérateurs. Maintenant, je vais regarder un petit peu mes dispersions que je peux voir sur mes différentes pièces pour chaque opérateur. Donc là, je vois aussi quelque chose d'assez intéressant. Je vois que j'ai un opérateur qui disperse très très peu, l'opérateur 1, il a une dispersion, lui c'est un champion du monde dans sa dispersion, et au contraire j'ai l'opérateur 2 qui lui a quand même une manière de disperser assez importante, voire même sur la pièce 4, il a une dispersion un petit peu trop importante, il sort un petit peu des clous. Donc ça c'est un élément important parce que quand je vais calculer ma répétabilité, je vous ai dit la répétabilité, normalement si mon processus de mesure est bien compris par tout le monde, la répétabilité c'est la même pour tout le monde. Or là ce que je vois c'est la répétabilité des opérateurs sur chaque pièce et j'ai l'impression de voir des écarts entre les opérateurs. Alors la première idée ça va être de dire l'opérateur 2, c'est lui qui n'a rien compris à la mesure, il va falloir que je le forme. Alors méfiez-vous. C'est pas forcément celui qui disperse le plus qui est entre guillemets le mauvais opérateur. L'opérateur 1 qui a une répétabilité de champion du monde là, il y a peut-être aussi un problème sur l'opérateur 1. Je vais prendre un exemple. Mon processus de mesure, c'est de mesurer un diamètre d'un cylindre avec un pied à coulisse. Quand je vais mesurer mon diamètre de cylindre 3 fois, je demande aux opérateurs, tu fais ta première mesure, tu poses ta pièce, tu reprends ta pièce, tu fais ta deuxième mesure, tu poses ta pièce, tu reprends ta pièce, tu fais ta troisième mesure. Le fait de poser la pièce, quelque part, ça va me garantir que quand je refais la mesure, je ne la fais pas exactement au même endroit de la pièce. C'est-à-dire que dans ma répétabilité, je vais prendre en compte la dextérité effectivement de l'opérateur, mais je vais aussi prendre en compte l'effet mesurant, c'est-à-dire le fait que ma pièce, ce n'est pas un cylindre parfait. Imaginez que l'opérateur 1, celui qui a une répétabilité de champion du monde, lui, il n'a pas compris qu'il fallait poser la pièce, il n'a pas compris l'intérêt de poser la pièce. Donc lui, il fait 3 mesures successives sur mon cylindre, mais il les fait rapidement au même endroit. Lui, il va avoir une répétabilité toute petite. Et on va dire, ah oui, mon gars, t'es super bon. Non, c'est pas que t'es super bon, c'est que t'as mal enregistré, t'as mal compris ce qu'on te demandait. Tu n'as pas fait exactement le processus de mesure qu'on te demandait. On a demandé de poser les pièces. Et donc, comme t'es super bon, forcément, les autres sont vus comme mauvais. Non, c'est peut-être toi qui est trop bon. Et si effectivement l'opérateur 1 faisait correctement la mesure, peut-être que les dispersions globales augmenteraient et les dispersions seraient plus cohérentes. Donc ça, c'est une interprétation possible du graphique. Là, je vais partir du principe que l'opérateur, on a regardé, l'opérateur 1, il mesure correctement, et que j'ai quand même un problème au niveau de l'opérateur 2.
là, j'ai une valeur dite aberrante. Ok, on reviendra là-dessus comment on traite les valeurs aberrantes. L'autre graphique qui peut être intéressant, c'est effectivement de mettre face à face les résultats de mesure par rapport aux moyennes et les dispersions. Ça permet parfois d'interpréter des choses. Ben, quand je vois un problème de moyenne, peut-être que c'est dû à une dispersion trop importante. Voilà, mettre en face les positions et les dispersions, dans certains cas, ça permet effectivement d'analyser des comportements. Mais enfin, le graphique, une autre forme, j'ai dit, le MSA, il dit en fonction des situations, prenez le graphique qui vous correspond le plus. Là, on a pris la valeur moyenne de la pièce et on a mis tous les résultats de mesure. Ben, ce que je vois là, ben, c'est grosso modo mon GRR. Ben oui, c'est les dispersions, voilà, la taille de mon GRR, c'est les dispersions que je peux avoir autour de quelque part de ma valeur vraie. Donc ça donne quand même une idée de comment je disperse par rapport à toutes mes pièces. C'est intéressant. Ça peut être intéressant dans certains cas. On peut voir partir un point trop loin, enfin c'est une autre manière de voir. Et enfin, un petit histogramme des valeurs, si je veux voir si je suis à peu près gaussien, si j'ai pas des trous dans mes valeurs. Voilà, donc l'interprétation graphique, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc ne faites pas un tableau MSA juste copier-coller. Non, le tableau MSA, derrière, il faut que je mette les graphiques. Là, dans la situation qu'on a eue, bah, j'avais des pièces, j'avais dit que l'opérateur 4, il était, pardon, la pièce 4 mesurée par l'opérateur 2, il y avait un souci. Et effectivement, je peux essayer de rechercher la raison et puis exclure les données, soit exclure une donnée parce que j'ai identifié qu'il y a un problème de report de mesure et j'ai pas réussi à le faire, soit refaire les mesures, soit exclure complètement les données et puis bah, recalculer mon MSA. Donc là, vraiment, mon objectif, c'était de vous montrer l'importance de l'analyse du plan d'expérience. Donc maintenant que j'ai analysé mon plan d'expérience, j'ai mes résultats, mes écart-types, mes dispersions, ben, le MSA, il vous dit, bon, ben, on a ça, on va essayer de regarder ce qu'on peut en faire et de regarder si mon processus de mesure n'est pas trop grand par rapport à ce que je veux observer. C'était ça l'objectif depuis le début, c'est qualifier mon processus de mesure par rapport à un besoin. L'idée du MSA, ben, c'est de dire ben, mon besoin c'est quoi? Ben, mon besoin c'est mon suivi de production. Donc c'est ma dispersion de production. Si je remonte dans mes slides, ce que j'observe, c'est mon TV. Et puis, je vais prendre des décisions par rapport à l'observation et je veux que mon TV soit le plus proche possible de la réalité, c'est-à-dire mon PV. Ben, pour qu'il soit le plus proche possible, ben, il faut que mon GRR, ma mesure, elle soit petite, elle soit le plus petite possible. Donc l'idée du MSA, ben, c'est de comparer mon TV par rapport au GRR, voir que le GRR est petit par rapport à ma dispersion observée. Ben, s'il est petit, ça veut dire qu'il est négligeable. Donc ce que je vois, ben, mon TV, c'est quasiment mon TV. Et donc pour faire ça, il a introduit le pourcent GRR, ma mesure divisée par mon observation. Alors il l'a multiplié par 100 pour avoir un pourcent GRR, pour avoir un pourcent. Alors on va essayer un petit peu de voir ce que signifie ce pourcent GRR, le sens physique de ce pourcent GRR. Alors j'avais quelques petites questions pour que le webinaire soit un petit peu plus dynamique, mais je vois que le temps il s'écoule, et donc on va peut-être pas faire forcément les questions. Je vais continuer mon petit laïus. Alors, mon pourcent GRR. La première question, c'est qu'est-ce que ça signifie quand j'ai un pourcent GRR de 10%, 30%, 20%, c'est quoi le sens physique de ce truc-là? La première idée, c'est, ah bah ouais, le but du jeu, c'est de voir la mesure par rapport à la dispersion totale. Donc si j'ai 30%, ma première intuition, c'est de dire que ma dispersion totale, il y a 30% qui est due à la mesure. Cette interprétation, elle est complètement fausse. Le pourcent GRR n'a absolument pas de sens physique.
Voilà, 30%, c'est 30% de rien du tout. Le MSA le dit bien, hein, l'interprétation physique, manque de peau. Quand je fais pourcent GRR pour pourcent PV, pardon, j'obtiens pas 100% qui serait ma total variation. Okay. Donc, le problème du pourcent GRR, quand je dis c'est un outil discutable, c'est que malheureusement, son sens physique, je ne sais pas pourquoi ils l'ont multiplié par 100. C'est un chiffre magique, 30%, voilà, ça n'a pas de sens physique. Bon, plus il est grand, moins je suis bon, ça on est OK, mais sa valeur numérique n'a pas de sens physique. Deuxième question que je peux me poser par rapport à ce pourcent GRR, cette équation, c'est qu'est-ce que je vais prendre pour mon TV. Alors, le MSA, il propose différentes possibilités. TV, je vous ai dit, c'est ma dispersion totale de production. Donc, si je fais mon étude RR avec le TV obtenu grâce à mon plan d'expérience, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait mon plan d'expérience avec des pièces représentatives et mon TV, c'est mon TV plus mon GRR. Ça marche à condition que les pièces que j'ai choisies soient réellement représentatives de ma production. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que j'y travaille un petit peu plus sur le choix de mon PV. Donc on verra un petit peu plus loin comment on s'en sort. Effectivement, le choix du TV est relativement important. Ouais, on va le voir d'ailleurs tout de suite. Je reviendrai sur les autres éléments un peu plus tard. Alors le choix du TV. Le MSA propose, pour ce choix du TV, 4 possibilités. La première possibilité, j'ai réussi à avoir des pièces représentatives de ma production. Donc du coup, mon plan d'expérience va me fournir un TV qui est représentatif de ma production, donc je vais pouvoir en calculer un TV. Et donc, je vais calculer mon pourcent GRR comme GRR sur TV, et ma foi, tout va bien. Le problème, c'est que choisir des pièces représentatives de ma production, n'en prendre que 10, c'est pas forcément facile, et que les 10 soient représentatifs de ma production, c'est difficile, voire infaisable. Donc le MSA, il comprend bien que c'est pas forcément possible de le faire, surtout quand je suis en train de qualifier un nouveau processus de mesure, que j'ai une nouvelle production à mettre en place, et donc grosso modo, je ne peux pas avoir des pièces représentatives, j'ai juste des prototypes. Et souvent, ces prototypes, ils ne sont pas représentatifs de ma dispersion de production. Donc dans ce cas de figure-là, si je prends mes prototypes qui sont très proches les uns des autres, et puis je commence à calculer mon PV par rapport à ces prototypes, je vais avoir un PV très petit par rapport à mon GRR, et un TV très petit, et mon pourcent GRR il va exploser. Dans le cas de figure où je ne peux pas prendre des pièces représentatives de ma production, le MSA, il vous propose 2 solutions, 2 et 3. Soit le processus de mesure que je suis en train de mettre en place, il ressemble beaucoup à un autre processus qui est déjà en route, et donc je vais utiliser la dispersion que j'ai obtenue sur cet autre processus en me disant, voilà, là je fais une étude ici, mais je sais que dans mon entreprise, à un autre endroit où la production que je fais actuellement, elle est quand même très proche, j'ai les mêmes contraintes que j'avais précédemment sur une autre production. Donc je vais utiliser effectivement mon schéma de production que j'ai ici. L'autre possibilité, c'est j'ai une production sur laquelle je veux faire mon MSA, et cette production-là, finalement, c'est une production qui tourne depuis longtemps. Okay, j'avais jamais fait le MSA, mais tout à coup, le client me demande de faire du MSA. J'avais fait du suivi de production, du CP/CPK, mais effectivement, je ne m'étais pas penché sur ma problématique de MSA. Mais dans ce cas-là, puisque vous avez des données sur votre production, vous avez calculé votre PP, votre dispersion de production à long terme, vous pouvez utiliser ce PP comme étant finalement en déduire votre TV. Vous avez suffisamment d'historique pour en déduire un TV représentatif de votre production. Et enfin, le dernier cas que propose le MSA, c'est de s'intéresser, c'est dans le cas de figure que je vous ai décrit précédemment, hein. Donc là, on était dans le cas de figure suivi de production. Dans le cas où j'ai mon GRR, je l'utilise pour faire du contrôle de produit, et dans ce cas de figure-là uniquement,
La dispersion de production ne m'intéresse pas particulièrement. Moi, ce que je veux, c'est que mon processus de mesure soit très faible par rapport à mes tolérances. Donc, ce qui m'intéresse, c'est mes tolérances imposées par le client et que ma mesure soit faible par rapport à ces tolérances. Donc, artificiellement, je vais essayer d'en déduire un PV issu de mon intervalle de tolérance. Je vais considérer que mon intervalle de tolérance correspond à une production loi normale, 3 écart-types d'un côté, 3 écart-types de l'autre, donc 6 sigma, 6 écart-types. Donc, je vais faire IT sur 6 pour en déduire un écart-type, imaginer un écart-type de production. Et je vais utiliser ce paramètre-là. Donc ça, c'est les différentes possibilités que nous propose le MSA pour effectivement calculer son pourcent GRR. Bien sûr, quand vous choisissez votre processus de mesure, quand vous choisissez d'analyser votre processus de mesure, il faut définir à l'avance dans quel cas de figure vous vous situez. Là, j'ai pris dans l'exemple du bouquin prélèvement parce que c'est ce qui était prévu dans le bouquin. On pourrait choisir un intervalle de tolérance et je vais dire j'ai une tolérance de 10 et demander avec les mêmes données de recalculer effectivement le MSA par rapport à mon IT. Et je verrai des choses différentes. Là, c'est le calcul du pourcent GRR qui est fait par rapport à la formule GRR sur TV, issue de ça et du choix effectivement que j'ai fait quand j'ai défini mon processus de mesure et ma manière de choisir mon TV. Alors, une fois que j'ai mon pourcent GRR, j'ai choisi le TV que je vais utiliser, je vais regarder si le résultat que j'obtiens il convient à ce que j'ai défini au départ. Alors, que me propose le MSA? Le MSA, il vous dit, vous avez calculé votre pourcent GRR et on peut considérer, 78, que tout va bien si votre pourcent GRR est inférieur à 10%. Entre 10 et 30, à discuter et à voir avec le client. Et au-dessus de 30%, c'est considéré comme inacceptable. Alors, d'où viennent ces limites 10%, 30%? Ces limites, elles viennent tout simplement d'une étude de l'impact de ce que je vous disais, l'impact de l'observation de ma mesure, de l'observation de ma production, l'observer par rapport à ma production réelle, l'observer et déformer par la mesure. Je vais regarder, comme je fais du suivi de production, je vais regarder le CP, dispersion de production CP que j'ai avec l'observé. Je vais regarder le CP que j'ai avec le réel. J'aimerais que les deux soient très très proches l'un de l'autre. Sachant que moi, dans la vraie vie, je vais travailler que sur l'observé. Alors, comment je vais faire ça? Avec mes données, je vais compulser mes données. Vous pouvez aller voir ça, page 202, comment c'est compulsé, comment c'est traité, 201. Et je vais regarder quel est l'impact sur une production observée. On me demande de tenir un GRR, on me demande de tenir un CP de 2. Selon la qualité de ma mesure, je vais voir en réalité à quel CP ça correspond. On me demande de tenir un CP de 2 et j'ai effectivement un processus de mesure assez dégueulasse qui me donne un GRA de plus 70%. Ça veut dire que si je tiens je vais y arriver, une production, si je tiens ma production observée avec un CP de 2, ça veut dire qu'en réalité, je suis en train de travailler avec un CP de 3. Donc je fais de la surqualité. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à tenir le 2, tu m'étonnes que tu as du mal à tenir le 2. En gros, ce que tu observes, c'est fortement porté par la mesure. Et donc, pour t'affranchir des problèmes de mesure, tu es obligé d'améliorer ta production et de tenir au final un CP de 3. Donc, c'est pour éviter ces problématiques de surqualité, c'est-à-dire répondre à une exigence client de CP, avec un mauvais processus de mesure et finalement dépenser énormément d'énergie pour maintenir plus que ce que demande le client. Pour s'assurer que tout va bien, il faut que
mon processus de mesure soit relativement bon pour que quand je vois 2, effectivement, j'ai à peu près 2. Ok. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne, voilà, là j'ai mis sur un graphique, sur une page Excel les formules plutôt que sur le graphique. Le graphique c'était pour comprendre. Donc, moi j'observe, on me demande de tenir un CP de 1,33, je mets 1,33, j'ai un GRR de 10%, ça veut dire qu'en réalité, j'obtiens, j'ai réussi à tenir sur ma production un CP de 1,34. La différence entre les deux, vous admettrez que quand je calcule mon CP 1,33, le dernier digit, est-ce qu'il est vraiment représentatif de quelque chose? Parce que je ne suis pas tout à fait dans le... Donc c'est clair qu'avec un GRR de 10%, tout va bien. Ce que j'observe, c'est quasi la réalité. Maintenant, si ma mesure est un petit peu dégradée, j'ai un GRR de 30%, on s'aperçoit qu'un GRR de 30%, ouais, ça chatouille un petit peu, ok, j'ai fait un petit peu de surqualité, j'essaye de tenir un 33 alors qu'en réalité je tiens un 39, un 4. Maintenant, comme je vous dis, le dernier digit, ça dépend de combien j'ai pris de pièces pour estimer ce CP. Si j'ai pris 10 pièces pour calculer mon CP instantané, sur mes 10 pièces, le dernier digit, il n'est pas vraiment représentatif, il n'est pas hyper fiable. Donc 1,33, 1,39, ça va être la même chose. Tout ça pour vous dire que les limites du GRR sont quand même vraiment très, très strictes. Si je prends du 45%, là, ça commence à jouer. Mais je veux dire, c'est pas une catastrophe d'avoir un GRR de 30%. C'est pas 30% de ma mesure, elle est à côté de la plaque. Ok. Donc, ça, c'était un petit peu pour voir ce que signifiait le pourcent GRR. Maintenant, j'aimerais arriver, et je me dépêche, à ma dernière partie, c'est l'utilisation et l'interprétation du pourcent GRR. Comment s'en sortir quand j'ai des résultats qui tiennent pas forcément la route. Ok. Alors, la première chose pour s'en sortir, quand on me demande un pourcent GRR de 10%, avant d'aller faire mon étude statistique MSA, déplacer tout le monde, j'aimerais savoir ce que ça représente. Ok. Donc, j'ai fait quelques exemples pour essayer de donner un sens physique au pourcent GRR, ça c'est son gros défaut, hein, 30% ça ne veut rien dire, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc deux cas de figure, cas de figure suivi de production et cas de figure contrôle de pièces. Je me mets dans le cas de figure où j'ai un intervalle de tolérance de dixième, on me demande de tenir un CP de 1,33 et on me demande de tenir un GRR de 30%. Ok. Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si je prends un pied à coulisses, j'ai des chances de tenir ce pourcent GRR de 30%? De dixième, ça ne me paraît pas non plus monstrueux comme tolérance. Le pied à coulisses devrait s'en sortir. CP en 33, c'est pas non plus la lune. Si je fais mon calcul, c'est-à-dire que je transforme ce pourcent GRR en quelque chose que je connais, c'est-à-dire en mesure, je m'aperçois que il faut que j'ai une incertitude de plus ou moins 15 microns sur ma dispersion de mesure pour pouvoir tenir les 30%. Au pied à coulisses, tenir 30%, là-dedans, il y a la répétabilité et l'effet interopérateur. C'est pas forcément trivial. D'accord. Donc, quand on vous demande de tenir un pourcent GRR de 30%, avant de tout de suite aller faire votre plan d'expérience, essayez de voir physiquement dans votre domaine métier qu'est-ce que ça représente. Parce que si déjà là vous obtenez quelque chose qui ne tient pas la route, c'est pas la peine d'aller vous lancer dans le plan d'expérience et de faire les mesures. Il faut tout de suite aller discuter avec le client et dire voilà, ok, 30% c'est totalement intenable, c'est physiquement intenable, ou alors ça va coûter cher parce que chaque pièce, il va falloir que je les passe à la machine 3D. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir, discuter avec le client par rapport à ça. Donc, même exercice sur un contrôle de pièce, de dixième, je veux calculer, on me demande de tenir un GRR de 2%, je vais utiliser mon pied à coulisses. Ça voudrait dire qu'il faut que j'ai une dispersion de plus ou moins 6 microns, enfin 7 microns. C'est clair qu'avec un pied à coulisses, je ne pourrais jamais tenir
cette exigence-là. Donc là, je vous ai mis un petit peu le détail du calcul, comment, à partir du pourcent GAR, je reviens à ce que j'ai appelé cette incertitude MSA, c'est-à-dire j'ai étudié les dispersions et je les ai remis en plus ou moins pour avoir quelque chose de physique. Donc, première possibilité, effectivement, pour s'en sortir dans un cas de figure difficile, c'est d'aller voir si ce qu'on me demande, c'est possible. Deuxième cas de figure pour s'en sortir, le MSA vous dit, OK, il faut faire une étude de votre processus de mesure. Maintenant, moi, ce qui intéresse le MSA, c'est de s'assurer qu'on est dans les clous par rapport aux tolérances demandées par le client. Donc, si vous êtes dans un cas de figure où votre production TV observée, elle est stable et largement dans les tolérances, et que tout va bien, et que vous avez la preuve sur que quand vous faites vos études CP, CPK, on vous demande de tenir 1,33 et vous tenez 1,66 et que c'est toujours à 1,66, vous êtes largement dans les tolérances, dans ce cas-là, votre processus de mesure, quelque part, vous vous en moquez. Vous avez réussi à prouver l'essentiel, c'est-à-dire ma production, elle est stable et elle est dans les tolérances. De toute façon, la mesure, elle m'amène un flou. Donc, si le mesurer, le flouter, c'est largement dans les clous, ça veut dire que sans le flou, il est aussi largement dans les clous. Et c'est vraiment ce que dit le MSA quand vous allez regarder page 77. Il vous dit, page 77, il vous dit, voilà, vous faites du SPC et vous avez réussi à avoir quelque chose de sous contrôle, stable, et que tout va bien, dans ce cas de figure, on peut considérer que votre mesure, elle est tout à fait acceptable et que ça ne vaut pas forcément le coup d'aller dépenser de l'énergie pour voir si mon processus de mesure il tient la route. De toute façon, ma production tient la route et c'est ce qu'on veut mesurer. Donc ça peut être une justification aussi intéressante. Alors, tout dépend de ce que vous voulez en faire, mais dans le cas du MSP, ça peut être une justification intéressante vis-à-vis de votre client. Tout va bien. Voilà. Alors, les autres cas de figure, j'ai essayé de prendre des exemples de problèmes qu'on peut avoir dans le cas d'un GRR trop élevé. Donc, j'ai pris des différents cas d'école. Alors, je prends le premier cas où mes pièces ne sont pas représentatives de ma production. Donc, je reviens sur... Voilà, je fais une étude par rapport à mon prélèvement, par exemple, pardon. J'ai changé mes valeurs. Voilà. J'ai une étude autour de 10, j'effectue mes mesures, je fais mon calcul, et là, j'ai un MSA et pourtant GRA de 53%. Mon Dieu, catastrophe, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai dit, la première chose qu'à faire, c'est aller regarder ce qui se passe au niveau de vos graphiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes graphiques? Alors, hop, ça, j'ai oublié de remettre mes pièces exclues. Donc, je refais mes mesures. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon graphique? Là, je m'aperçois que les pièces que j'ai choisies, elles ne sont pas du tout représentatives de ma production. Ça, c'est grâce aux traits rouges, là. Les traits rouges représentent, grosso modo, votre, ça se rapproche de votre dispersion de mesure. Donc, pour pouvoir qualifier correctement votre production, c'est clair que vos pièces doivent disperser largement au-delà de ces limites-là. Et là, quand je regarde ce qui se passe, grosso modo, mes pièces, j'ai du mal à les dissocier. Je suis dans mon incertitude de mesure MSA. Donc, effectivement, quand je vais utiliser ma dispersion de production, mon PV, en utilisant ces pièces-là, mon PV va énormément ressembler à mon GRR. Et donc, c'est normal
ben, je vais avoir quelque chose qui ne tient pas du tout la route. OK? Donc là, quand vous avez un pourcent GRR qui ne fonctionne pas et que vous êtes en mesure par prélèvement, ben, vérifiez bien que vos pièces soient représentatives de votre production, parce que sinon, ça ne va pas du tout le faire. Franchement, toujours aller regarder l'étude graphique, c'est super intéressant. Deuxième cas de figure, je me dépêche, que je voulais voir, c'est quand j'ai un EV qui est majoritaire dans mon étude MSA. Donc mon GRR, c'est EV carré plus AV carré. Donc j'ai une partie liée à ma répétabilité, une partie liée à ma reproductibilité. Alors le MSA, il a mal joué au niveau de ses acronymes EV. EV, c'est quoi? C'est Equipment Variation. Donc si mon pourcent GR est trop élevé et que ce qui pèse dans ma dispersion, excusez-moi, ça va être principalement l'EV, là, imaginez que mon EV il pèse 80%, et que ça soit trop élevé, mon pourcent GRR il soit trop grand, il va falloir que je travaille sur l'EV. Et comme l'EV, ça s'appelle Equipment Variation, j'ai tendance à penser, il va falloir que j'investisse dans un équipement qui soit plus performant. Alors, pas tout à fait. Si vous regardez le MSA, page 55, vous verrez que l'AV, 55 donc, 62, il y a un petit décalage entre les ops, j'ai dit 55. Vous verrez que dans l'EV, il n'y a pas uniquement l'effet de l'instrument. Dans l'EV, il y a beaucoup de choses. Il y a potentiellement l'effet de l'instrument. Donc, si lui, on voit que c'est l'instrument qui disperse. Mais ce qui peut se passer, c'est que j'ai plein de choses. Ça peut être mes pièces qui ont un défaut de forme monstrueux. Imaginez que, toujours pareil, je mesure des cylindres et ma production, elle fait franchement pas des cylindres parfaits. Okay, donc, je vais prendre mes 10 pièces et quand je vais faire ma répétabilité de mesure, je vous rappelle, je pose ma pièce, je la reprends, je la pose, je vais voir une dispersion de répète, mais cette dispersion de répète sera principalement due à mes pièces, mon défaut de forme. Donc là, il ne va pas falloir que j'investisse dans un équipement plus cher ou de meilleure performance parce que de toute façon, mon problème, il ne vient pas de là. Le problème peut venir aussi de la méthode, la position de ma pièce quand je fais ma répète. Ça peut venir de la formation aussi des opérateurs. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas quand votre GRR est trop élevé et que le V n'est pas bon. N'allez pas systématiquement acheter un équipement plus cher. Allez voir là au moins une liste non exhaustive de ce qui peut intervenir pour travailler sur votre V et ne pas travailler uniquement sur l'équipement. Autre point important sur lequel je voulais rebondir, c'est l'impact de si mon pourcent GRR, il est principalement cette fois-ci impacté par l'effet interopérateur. Alors là, j'ai un gros souci. Pourquoi? Parce que le calcul de mon GRR, il est fait par rapport à l'EV et par rapport à l'AV. Or, dans ce cas de figure-là, c'est l'AV qui porte toute la dispersion. L'AV, c'est quoi? L'AV, c'est l'effet interopérateur. L'effet interopérateur, je vous rappelle, je l'ai obtenu en étudiant sur mes 10 pièces, mes répètes, etc., l'effet de 3 opérateurs différents. Donc mon AV, c'est une dispersion de 3 opérateurs. Toute ma dispersion de mesure est portée par mes 3 opérateurs et je l'ai évalué seulement avec 3 éléments. C'est comme si j'avais fait un écart type de 3 valeurs. On a bien conscience qu'un écart type de 3 valeurs, c'est pas très très fiable. Pour vous pour vous le montrer, j'ai fait une petite simulation sur Excel. J'ai pris un cas de figure où effectivement j'avais un EV qui est égal à 0, un AV qui est égal à 0,3, un GRR réel de 20%. Voilà. Et puis, j'ai tiré au hasard des opérateurs que je pouvais avoir dans ma production. Alors mes opérateurs, l'écart type de mon effet interopérateur, c'est 0,3. Donc j'ai pris 3 opérateurs au hasard selon ces hypothèses-là,
Et puis, j'ai regardé quels étaient les GRR que je pouvais obtenir, sachant qu'au départ, le GRR vrai, c'est 20%, celui qui se cache derrière. Mais par rapport à mon prélèvement, je vais voir ce que je peux obtenir. Donc, on s'aperçoit que, effectivement, comme attendu, hein, votre pourcent GRR que vous obtenez, comme c'est un GRR qui est obtenu par rapport à l'équivalent d'un écart type de 3 valeurs, il est terriblement variable. Donc vous pouvez vous faire très très peur en ayant un GRR de 40%, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'est les opérateurs qui sont. Non, c'est votre effet interopérateur. Je peux être très très bon, dire ah ben je suis très très bon, j'ai 9%, 5 ans plus tard vous voulez vous refaire votre GRR, vous avez des opérateurs différents, et boum, ça va monter à 31%. Vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé entre c'est mes opérateurs qui sont dégradés? Non, vous avez une dispersion interopérateur naturelle et vous avez fait un GRR dont la valeur elle était très peu fiable parce que principalement portée par l'effet opérateur et je n'ai pris que 3 opérateurs pour faire cette étude. Donc effectivement, faites attention, quoi, votre GRR est principalement porté par l'AV, il est peu fiable, il peut terriblement bouger. Et enfin, pour terminer sur les cas de figure, je vous ai dit, la NOVA, il vous calcule la même chose qu'une étude standard avec les étendues, sauf qu'il fait intervenir un petit paramètre qui est l'interaction. Ce paramètre interaction, normalement, il est égal à 0. C'est un filet de sécurité. Si vous commencez à avoir une interaction qui est différente de 0, ça veut dire que la répétabilité et l'interopérateur ne sont pas suffisantes pour expliquer la dispersion de mesure. Donc ça veut dire que j'ai un autre phénomène qui existe lorsque je fais mes mesures et qui disperse relativement rapidement. Je vous rappelle, hein, c'est une étude relativement court terme. Imaginez, je suis dans un environnement où la température varie assez rapidement et d'une amplitude importante. Et quand je fais mon étude RR, la température, elle a le temps de varier entre les différentes mesures que j'ai faites. Ce que je vais voir, c'est effectivement l'effet répétabilité, l'effet interopérateur, mais je vais avoir un élément de dispersion qui va venir polluer mon étude et je vais commencer à voir apparaître une certaine interaction. Alors, quand je fais mon étude derrière, je ne la vois pas l'interaction, hein, je fais EV, AD, mes pièces, mais c'est le résultat. Mais si ça, c'est pas négligeable ou très petit par rapport aux autres paramètres, ça veut dire que les paramètres que vous avez choisis ne sont pas suffisants pour expliquer la mesure. Vous avez peut-être même mal choisi, vous avez fait de l'interopérateur, peut-être que vous auriez mieux fait de faire de l'interpièce ou de l'intertemps, de l'inter-moyen de mesure ou de l'intertemps. Donc, allez jeter un coup d'œil sur votre interaction qui doit être petite. Si elle n'est pas petite, alors si elle est petite, c'est pas grave, si elle n'est pas négligeable mais petite, il n'y a pas de souci. Mais si elle est petite, si elle est relativement importante, allez essayer de chercher physiquement d'où ça vient. Donc, voilà ce que je voulais un petit peu aborder. Alors, j'ai énormément débordé. Il n'y a pas que le MSA pour qualifier vos processus de mesure. Il y a le MSA qui a un gros défaut, c'est qu'il est lourd à mettre en œuvre. C'est-à-dire que dès que je veux faire du MSA, il va falloir que je monopolise des opérateurs, que j'aille en production, etc. Donc, c'est pour ça que souvent, on fait une étude CG-CGK. Alors, vous irez voir à quoi correspond une étude CG-CGK, mais effectivement, dans les informations principales, il peut y avoir une étude CG-CGK qui est faite en amont. L'avantage de cette étude, c'est qu'elle est faite sur une pièce de référence en labo. Donc, quelque part, ça monopolise moins de personnes et ça permet déjà de, si ça ne marche pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ok. L'autre problème du MSA, enfin l'autre défaut, c'est qu'il est très orienté MSP. Et le défaut, je trouve, principal, c'est que le pourcent GRR, il n'a pas de sens physique et il est forcément mal compris, donc on a du mal à vraiment utiliser le MSA. Bon, après, on a l'étude CNOMO qui a tendance à disparaître. Et un autre type d'étude, c'est VDA5 ou 22514-7, donc c'est l'équivalent MSA, mais plutôt allemand. Et là, c'est une étude un petit peu différente du MSA. Alors, elle s'appuie sur le MSA, mais c'est une étude beaucoup plus complète et il faut avoir une connaissance GUM assez approfondie pour la mettre en œuvre. On va mettre, en plus des éléments MSA, on va mettre toutes les composantes GUM, étalonnage, etc., pour vraiment analyser le processus de mesure, l'incertitude de mesure. C'est plus élargi que le MSA.
Donc c'est moins proche de la production, c'est vraiment de l'incertitude de mesure, c'est moins proche de la production. Le MSA, il est très expérimental, très proche de la production. Donc ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Désolé pour cette fin un petit peu rapide. J'espère que ces éléments vous auront élargi la vision que vous avez du MSA. Il y a énormément de choses. C'est un document très intéressant, très ouvert. Lisez-le et relisez-le parce que première lecture, on ne voit pas tout. C'est vraiment, il y a énormément de choses pour justifier vos études et vos cas particuliers. Le MSA, il en parle et il ouvre les portes. Il dit, ça c'est le cas principal. C'est une proposition, bien sûr, utilisez votre compétence métier pour l'adapter. C'est vraiment ce que dit le MSA. Donc, appuyez-vous là-dessus. Je vous remercie. Je passe la main à Marie. Désolé pour le débat, d'avoir débordé. Oui, merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Donc, en effet, on a un petit peu débordé. Donc, ce qu'on va faire, comme pour les précédents, on va publier sur notre blog la semaine prochaine un article avec les réponses aux questions qui nous ont été posées sur le chat. On vous remercie, vous êtes nombreux à participer. Mais là, faute de temps, on ne va pas pouvoir les aborder à la fin de cette présentation, comme je l'ai indiqué à certains d'entre vous par chat. En revanche, on s'engage effectivement à vous apporter des réponses. Donc, on va revenir vers vous soit par mail, soit on publiera les réponses sur notre blog comme pour les précédentes éditions. De même, on publiera sur notre chaîne YouTube le replay pour ceux qui souhaitent le revoir ou qui ont raté le début, par exemple. Voilà, donc on vous enverra tout ça par mail courant de semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci. Merci bien. Au revoir.